Bienvenue sur Inside News Review, l'émission qui décortique l'actualité congolaise avec rigueur et professionnalisme. Le 26 novembre 2025, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba se présente devant les participants du forum Makutano 2025 à Kinshasa. Pendant plus d'une heure, le ministre des Transports déroule un catalogue impressionnant de réalisations et d'ambitions. Air Congo, qui dessert déjà 7 aéroports avec 2 Boeing 737. Des aéroports internationaux en construction à Kananga, Bukavu, Mbujimai. Le port de Banana, capable d'accueillir 800 000 containers. Le corridor ferroviaire de Lobito, reliant Kolwezi à l'océan Atlantique. Des tunnels et des ponts pour décongestionner Kinshasa. La liste paraît infinie. Mais pendant que Bemba énumère ses projets pharaoniques, les Kinois étouffent dans des embouteillages quotidiens. La capitale compte près de 20 millions d'habitants, mais ne dispose d'aucun transport en commun digne de ce nom. Congo Airways, la compagnie nationale présentée avec enthousiasme en juillet 2024, reste majoritairement clouée au sol. Et l'aéroport de Njili, décrit comme futur hub international, attend toujours un début de réhabilitation annoncé depuis janvier 2024 avec la société turque Milvest. Inside News Review ne cherchera pas à dénigrer nos dirigeants ni à créer des polémiques inutiles. Notre responsabilité est de mettre sous la lumière des faits et des vérités vérifiables afin que le peuple congolais n'entre pas dans l'hallucination collective et le fanatisme aveugle. Dans une démocratie vivante, les citoyens méritent la transparence pour exercer leurs actions citoyennes et républicaines. C'est dans cet esprit que nous interrogeons aujourd'hui le décalage entre ce discours et les réalités. Mais une première question s'impose. Les autorités congolaises construisent-elles véritablement le Congo de demain ou perfectionnent-elles l'art de l'annonce sans suite? Entre les projets réels et les promesses recyclées, où se situe la frontière entre vision et illusion? Aujourd'hui, Inside News Review plonge dans cette conférence pour séparer le fantasme de la réalité, les chantiers concrets des mirages administratifs et interroger ce mode de gouvernance par la communication où l'annonce remplace progressivement l'action. Le 1er décembre 2024, le premier Boeing 737-800 d'Air Congo effectue son vol inaugural à Kinshasa. Un an plus tard, en novembre 2025, Jean-Pierre Bemba présente cet événement comme une victoire majeure. Je cite, « Le taux de remplissage est assez important, entre 80 et parfois même 100%. C'est assez exceptionnel dans le transport aérien. » Les faits confirment partiellement cette réussite. Air Congo résulte d'un partenariat entre l'État congolais, 51%, et Ethiopian Airlines, 49%, avec un investissement initial de 40 millions de dollars. La compagnie a débuté fin 2024 avec 2 Boeing 737-800 et a enrichi sa flotte en janvier 2025 avec 2 turbopropulseurs ATR 72-600. Elle dessert 7 aéroports nationaux, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Kisangani, Mbujimai, Kalemi et Kolwezi. Ethiopian Airlines assure la gestion opérationnelle, la maintenance et la formation du personnel congolais. Bemba annonce des avions supplémentaires pour 2025 et 2026, dont un Boeing 787 Dreamliner pour les liaisons intercontinentales vers Bruxelles, Paris et Dubaï. Il évoque également l'ouverture de lignes régionales vers Johannesburg, Nairobi, Dar es Salaam, Abidjan et Lomé. Ces annonces soulèvent 2 problèmes fondamentaux. Premièrement, Air Congo n'est pas une compagnie congolaise autonome, mais un sous-traitant d'Ethiopian Airlines. La RDC détient certes 51% du capital, mais Ethiopian contrôle l'exploitation, les équipements et le personnel clé. Le modèle reproduit exactement celui déployé par la compagnie éthiopienne au Togo, ASKI Airlines en Zambie, Zambia Airways et au Malawi, Malawi Airlines. Le Congo paie la majorité du capital pour une minorité de contrôle opérationnel. Deuxièmement, cette réussite artificielle occulte délibérément l'échec de Congo Airways. Bemba l'admet lui-même
avec une franchise désarmante. Je cite, « J'ai un peu de soucis en ce qui concerne Congo Airways. Après avoir présenté le programme et obtenu le quitus du gouvernement en juillet 2024, il fallait obtenir un financement auprès d'une banque locale, UBA notamment, mais malheureusement, la CNSS, qui devait apporter sa garantie bancaire, n'a pas suivi. Les documents officiels révèlent l'ampleur du désastre. Congo Airways, créé en 2014, disposait initialement de 4 avions. En 2024, toute la flotte est clouée au sol. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, annonce en octobre 2024 l'arrivée de 3 avions d'ici fin 2024 grâce à l'intervention de la CNSS. En novembre, Congo Airways reçoit effectivement 2 Boeing 737-800 en leasing de la société lituanienne ClassJet. Mais selon H Aviation, ces contrats expirent en avril 2025 et les avions retournent aux loueurs. Congo Airways se retrouve à nouveau sans flotte opérationnelle. Le gouvernement avait approuvé en juillet 2024 un plan de relance prévoyant l'acquisition de 7 Airbus A320 moyennant une garantie de 30 millions de dollars de la CNSS auprès d'UBA. Le blocage de la CNSS anéantit ce plan. En 2025, Jean-Pierre Bemba déclare sur Top Congo FM que sans restructuration profonde, Congo Airways risque de mourir de sa belle mort. La stratégie devient claire. Sacrifier Congo Airways, compagnie 100% congolaise mais ingérable, pour promouvoir Air Congo, compagnie majoritairement éthiopienne mais fonctionnelle. Le gouvernement préfère payer Ethiopian Airlines pour exploiter son ciel, plutôt que de réformer ses propres institutions défaillantes. Cette logique de substitution révèle une constante du discours de Bemba, présenter des solutions externes comme des victoires nationales. Les aéroports illustrent magistralement cette ambiguïté. Bemba annonce 5 aéroports en construction: Mbuji-Mayi, Kananga, Bukavu, Bunia et le nouvel aéroport international de Njili. Il précise des dates d'inauguration. Fin mars 2026 pour Kananga et Bunia, avril 2026 pour Mbuji-Mayi et Bukavu. Les recherches confirment l'avancement de certains projets. L'aéroport de Kolwezi a été inauguré, celui de Bamboka également. Les travaux à Kananga, Mbuji-Mayi, Bukavu et Bunia progressent effectivement. L'aéroport de Bunia revêt une importance stratégique cruciale. L'allongement de sa piste permettra aux avions à réaction, civils et militaires, d'atterrir, transformant la logistique pour les phares d'essai dans la lutte contre les groupes armés en Ituri. C'est le seul projet aéroportuaire où la dimension sécuritaire militaire dépasse la dimension économique. Le projet phare reste l'aéroport international de Njili. Bemba déclare lors du forum Makutano: il y aura un nouvel aérogare de 45 000 m². Le premier aéroport en Afrique avec la certification Gold au niveau sécuritaire. On devrait pouvoir terminer en décembre 2027. Il y aura une nouvelle piste parallèle de 4000 mètres pouvant accueillir des Airbus A380. Cette annonce grandiose contraste avec une réalité administrative qui mélange scandale financier, changement d'opérateur et chronologie chaotique. Étudions le cas de l'affaire Milvest, entre avance colossale et livraison fantôme. En janvier 2024, le ministre des Transports de l'époque, Mark Ekila, présente une maquette spectaculaire de l'aéroport avec la société turque Milvest Holding, dirigée par l'homme d'affaires Turan Mildon. L'investissement est chiffré à 1,2 milliard de dollars. Le contrat prévoit une concession de type BOT, Build Operate Transfer, d'une durée de 29 ans, avec récupération totale des recettes de l'aéroport pendant cette période. Les travaux doivent débuter immédiatement, les préalables étant remplis à 95%. Le président Tshisekedi doit lancer personnellement le chantier. 1 an plus tard, aucun travail n'a commencé. Le 5 décembre 2024, Bemba annonce sur Top Congo FM que les travaux de réhabilitation démarreront au premier trimestre 2025, mais précise que Milvest ne sera pas impliqué. L'entreprise choisie n'est pas nommée. L'éviction de Milvest s'explique par une succession de scandales documentés. Entre 2023 et 2024,
le Trésor public congolais a décaissé au moins 520 millions de dollars en faveur de Milvest pour plusieurs projets. Centre financier, Kinarena, aéroport de Njili, auquel s'ajoutent 120 millions de dollars auprès de la banque TDB. Malgré ces fonds considérables, aucun chantier majeur n'a été livré dans les délais annoncés. Le montage contractuel soulève des questions de gouvernance. L'économiste et député Noël Tchiani dénonce publiquement en mars 2024 un contrat qui hypothèque les recettes de la RVA pendant 29 ans pour un projet où l'apport réel de l'investisseur privé reste flou. L'Inspection générale des finances, IGF, suspend progressivement les paiements à partir de mi-2024, estimant que la société travaille principalement avec l'argent public sans prendre de risques financiers réels. Des enquêtes médiatiques documentent également des liens personnels entre le patron de Milvest et certains responsables politiques congolais. Plusieurs témoignages établissent que Turan Mildon aurait prêté son jet privé à certains ministres pour des déplacements internationaux, ce qui s'apparente, du point de vue d'observateurs anticorruption, à un risque potentiel de conflit d'intérêts ou d'entente illicite. Officiellement, les autorités n'ont jamais donné de raison détaillée lors de l'écartement de Milvest, se limitant à annoncer qu'une autre société a été choisie, son nom sera communiqué ultérieurement. Le discours politique met en avant la volonté de choisir un nouveau partenaire fiable, sous-entendant une défiance croissante envers la capacité de Milvest à délivrer le projet dans les règles de l'art et dans l'intérêt national. Le second cas est celui d'Infrarose et Somme, un partenariat congolo-américain qui semble être prometteur. Le 8 juin 2025, le Conseil des ministres examine le projet de développement et construction par l'entrepreneur Infrarose. Contrairement à Milvest, Infrarose est une entreprise congolaise basée à Kinshasa, employant plusieurs centaines de personnes. Le projet d'Onjili est présenté comme le plus grand marché public jamais confié à une entreprise congolaise dans le secteur aéroportuaire, ce qui en fait un symbole de souveraineté économique et de montée en puissance des capacités locales. Le cabinet d'architecture américain SOM, Skidmore, Owings & Merrill, basé à Chicago, est reconnu mondialement pour des projets comme le Burj Khalifa à Dubaï et de nombreux grands hubs aéroportuaires internationaux, dévoile en juillet 2025 les plans du nouveau terminal. SOM apporte l'expertise technique internationale, tandis qu'Infrarose assure la maîtrise d'œuvre locale. Le coût est estimé à 500 millions USD, soit moins de la moitié du montage Milvest. Le projet comprend une nouvelle aérogare de 45 000 m², conçue pour traiter 5 millions de passagers annuels, avec des standards internationaux, passerelles télescopiques, système de tri-bagages moderne, certification Gold. Une nouvelle piste de 4000 mètres sera construite, permettant l'atterrissage et le décollage de n'importe quel avion commercial ou cargo existant, y compris les très gros porteurs. La piste actuelle sera convertie en voie de circulation taxiway. Les travaux doivent commencer en 2025 pour une livraison en décembre 2027, soit un délai de 24 à 30 mois. En juillet 2025, certaines sources évoquent une mise en service opérationnelle en mars 2028, ce qui souligne déjà les premières incertitudes de calendrier. Le grand écart entre annonce et réalité. Récapitulons la chronologie. Janvier 2024, Milvest doit construire l'aéroport pour 1,2 milliard de dollars avec un début immédiat. Décembre 2024, Milvest est écarté sans explication officielle transparente après un an de paralysie totale. Juin 2025, Infrarose apparaît comme nouveau partenaire. Juillet 2025, SOM présente des plans avec livraison entre décembre 2027 et mars 2028. L'aéroport de Njili devient ainsi le symbole parfait de ce gouvernement. Des annonces spectaculaires, des maquettes impressionnantes, des investissements colossaux promis, des scandales de versement public massifs sans livraison, puis un changement d'opérateur présenté comme une victoire de la souveraineté congolaise. Mais 2 ans après la première annonce, aucun coup de pelle n'a été donné. Bemba mentionne également le balisage complet de tous les aéroports congolais. Je cite, « Nous avons commandé 350 km de câbles de balisage. Tous nos aéroports seront balisés.
on pourra les utiliser de jour comme de nuit. Cette acquisition technique permettra l'homologation de nombreux aéroports pour les vols de nuit, H24, augmentant drastiquement la rentabilité d'Air Congo et la flexibilité logistique du pays. Mais là encore, aucune date de livraison n'est précisée, aucun fournisseur n'est nommé. Si les aéroports oscillent entre scandales contractuels et projets réels au délai incertain, le secteur routier à Kinshasa révèle une vision fragmentaire qui ignore des pans entiers de la géographie urbaine et nationale. Kinshasa, mégalopole de près de 17 à 20 millions d'habitants, répartis sur plus de 900 km², est au bord de l'asphyxie circulatoire. Bemba consacre une partie de son intervention aux embouteillages de la capitale. Son analyse mérite d'être citée intégralement. Il faut se dire la vérité ici. Le manque de policiers fait vraiment défaut. Les embouteillages sont récurrents. L'essai que nous sommes en train de faire. Nous avons commandé des feux de signalisation intelligents qui devront arriver dans les 3 prochains mois sur 60 carrefours. Il poursuit. Il y a vraiment une indiscipline au niveau des conducteurs. Il y a de l'égoïsme. Lorsque dans un carrefour, tout le monde veut passer, vous créez des blocages. Avec le problème de manque de policiers, le conducteur est face à lui-même. Bemba identifie un autre problème, les marchés sur les routes réhabilitées. Je cite, « Les artères secondaires sont refaites, bétonnées, mais vous trouvez des personnes qui installent les kiosques, les marchés sur les routes. Allez sur Bokassa, Kassavubu, toutes les artères parallèles au boulevard du 30 juin. Les personnes s'installent sur la route. Personne ne veut engager ces routes. Mais une réalité qui est souvent mise de côté. Kinshasa est une ville fragmentée géographiquement. Les données confirment l'ampleur du désastre. Une étude publiée dans la revue Congo Research Papers, janvier 2021, janvier 2024, analyse les causes des embouteillages à Kinshasa. Parmi les facteurs identifiés, l'indiscipline des conducteurs, l'insuffisance des infrastructures, l'absence de transport en commun efficace, la croissance démographique non planifiée, le mauvais état des routes et l'incivisme généralisé. En octobre 2024, le Conseil des ministres identifie 56 carrefours critiques où l'engorgement paralyse la circulation. 3 mesures sont proposées: augmenter la présence policière, créer des routes à sens unique et instaurer une circulation alternée. Cette dernière mesure est testée à partir du 27 octobre 2024. Les résultats sont inexistants. En décembre 2024, le président Tshisekedi reconnaît lui-même lors d'un conseil des ministres que les embouteillages affectent gravement le coût de la vie. Il demande au gouvernement d'évaluer l'efficacité des mesures en vigueur. En septembre 2025, la situation reste critique. De Kintambo Magasin au rond-point Gaba, en passant par UPN, Pompage, Huileries, il n'y a pas un seul tronçon où la fluidité du trafic est garantie. Kinshasa ne dispose d'aucun système de transport public moderne. Les taxibus privés constituent le seul moyen de déplacement pour la majorité de la population. Les tarifs ne sont pas réglementés et explosent aux heures de pointe. Un trajet de 30 minutes peut prendre 3 heures aux heures d'affluence. Les solutions de Bemba face à cette paralysie, des projets de prestige pour une ville archipel. Première solution, la voie rapide vers l'aéroport. Je cite, « J'ai présenté il y a 1 mois et demi au Conseil des ministres la possibilité de créer une voie rapide du boulevard Triomphal jusqu'à l'aéroport en passant par Limete. On va élargir les routes, créer des tunnels dans certains tronçons et des flyovers. La plus longue sera de 1,2 km du côté de la Tiangou. Cette voie rapide, probablement à péage ou à accès contrôlé, est indispensable pour accompagner la modernisation de l'aéroport. Sans elle, la nouvelle aérogare de 2027 sera un bijou inaccessible. Cependant, au moment de cette émission en décembre 2025, aucun travail visible n'a encore commencé. Mais l'analyse géographique révèle une limite majeure. Ce projet ne règle qu'un seul corridor d'accès, celui connectant le centre politique, Gombe, à l'aéroport. Il s'agit d'un tunnel de luxe pour voyageurs internationaux et élites,
nom d'une solution pour la majorité des Kinois. Kinshasa s'étend sur plus de 900 km² avec une géographie fragmentée en plusieurs zones. La rive gauche, sud et sud-ouest, Kinshasa Sud, Kalamu, Bandalongwa, où vivent des millions de Kinois. L'est et le sud-est, Lingwala, Matete, Lemba, Masina. Le nord-ouest, Kintombo, Kimbombe, Ngaliema, 2 à 3 millions d'habitants. La voie rapide boulevard Triomphal Aéroport ne touche aucune de ces zones. Elle crée un axe de prestige pour une minorité pendant que la majorité des quartiers restent paralysés. Deuxième solution, les rocades de contournement. Bemba ne les mentionne pas explicitement lors du forum Makutano, mais elles constituent un élément crucial du plan d'ensemble. Le projet comprend 2 rocades sud-est et sud-ouest d'une longueur totale de 72 km, lancées en juin 2024. En novembre 2025, l'état d'avancement est le suivant. La rocade sud-ouest a un taux d'exécution estimé à 56% en avril 2025. La première phase du revêtement en asphalte a été lancée le 26 mai 2025. La livraison complète est prévue pour fin 2028. Mais 3 problèmes critiques émergent. Le premier est la lenteur excessive. Un projet de 72 km prévu pour fin 2028 signifie moins de 15 km par an. À ce rythme, il faudra 5 ans après le début du chantier en 2024 pour achever une infrastructure destinée à décongestionner une ville qui s'étouffe maintenant. Le second problème est la couverture géographique limitée. Les rocades contournent le sud et le sud-est, mais ne couvrent pas le nord de Kinshasa, où vit une population massive, Kintombo, Kimbombe et Ngaliema. L'axe nord reste une zone morte en termes de planification infrastructurelle. Et enfin, le problème le plus visible, la déconnexion du cœur urbain. Les rocades sont des contournements périphériques. Pour qu'elles fassent sens, il faudrait des liaisons radiales les reliant au centre de Kinshasa. Or, ces liaisons ne sont pas annoncées par Bemba. Pour tout intellectuel congolais qui a une vision de ce qui se passe à Kinshasa, un constat poignant ressort. L'absence totale de transport en commun moderne. L'un des sujets tabous de tous nos gouvernements depuis la dissolution de la Sotraze. C'est le grand tabou omis par Bemba. Les embouteillages de Kinshasa ne sont pas résolus par des routes supplémentaires si 80% des passagers continuent à utiliser des taxibus privés mal régulés. Ce que Bemba n'annonce pas, aucun projet de métro ou TER urbain. Aucune ligne de bus de masse moderne. La ligne ferroviaire Gare Centrale Aéroport reste aux 3 km finaux depuis des années. Comment réduire les taxis-motos qui continuent à proliférer sans intégration planifiée? Bemba propose de construire des routes pour absorber le trafic croissant, pas de réduire ce trafic via un transport collectif efficace. C'est l'inverse du modèle asiatique. Singapour, Bangkok, Jakarta ou européen, Paris, Londres, Berlin. Une ville de 20 millions d'habitants sans métro, sans tramway, sans réseau de bus à haut niveau de service est condamnée à l'asphyxie permanente. Et puis, nous avons les éléments les plus stratégiques pour un pays moderne. API, les autoroutes interurbaines. Pendant que Bemba annonce des projets mineurs pour Kinshasa, la RDC reste physiquement fragmentée à l'échelle nationale. Le silence du vice-premier ministre sur la connectivité interurbaine est assourdissant. Le réseau routier national congolais compte 152 000 km de routes, dont seulement 2 794 km sont asphaltés, moins de 2%. Les grandes routes nationales sont dans un état critique. RN1, Banana Kinshasa Lubumbashi, 3087 km, est-ouest du pays, degraded avec des sections impraticables. RN7, Kisangani Kananga, 1229 km, connexion nord-centre, non entièrement réhabilitée. Libenge Aketi, 839 km, Nord-Congo, fragmenté. 255 km, Est-Sud, partage praticable. Le projet d'autoroute
Banana Matadi-Kinshasa, 450 km. Illustre le dysfonctionnement interministériel. En mai 2025, le gouvernement signe un protocole d'accord avec l'entreprise chinoise Zhongxi Wozen Technology Co., Ltd., pour la construction de cette autoroute stratégique reliant la capitale au futur port en eau profonde de Banana. Le protocole prévoit 12 mois d'études et de mobilisation de fonds, 6 mois chacun. En novembre 2025, aucun coup de pelle n'a été donné. Le projet reste en phase d'étude. Bemba ne mentionne jamais cette autoroute lors du forum Makutano. La raison est administrative. Ce projet relève du ministère des Infrastructures et Travaux publics, pas des Transports. Bemba a omis volontairement ou par cloisonnement institutionnel de l'intégrer dans sa présentation globale de la mobilité. Cette omission révèle une vision sectorisée, non holistique, de la mobilité nationale. Comment parler de désenclavement du pays sans évoquer la nécessité d'autoroutes modernes reliant Kinshasa à Kisangani, Kinshasa à Kananga, Kinshasa à Matadi? Comment présenter le corridor de Lobito comme une révolution logistique quand la RN 39, Dilolo-Kolwezi, reste une piste poussiéreuse? Si Kinshasa étouffe dans une vision fragmentaire de la mobilité, le secteur ferroviaire, pour désenclaver le pays, révèle la même dépendance structurelle aux partenaires étrangers. Bemba présente le corridor de Lobito comme un projet transformateur. Je cite, « C'est un projet intégrateur régional reliant la Zambie, la RDC et l'Angola. Ça permettra aux produits miniers de gagner en temps. En 5 jours au départ de Tenke-Fungurume, vous pourrez atteindre le port de Lobito. Ça va coûter 30% moins cher que Durban, Beira ou Dar es Salaam. » Il annonce des financements concrets, 500 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement, 1 milliard de dollars de la Development Finance Corporation américaine, 500 millions de dollars de la Banque mondiale pour l'extension Tenke-Sakania. Les recherches valident ces affirmations. Le président américain Joe Biden visite Lobito en décembre 2024 et annonce 560 millions de dollars supplémentaires. Les investissements totaux américains atteignent 4 milliards de dollars. Les engagements internationaux dépassent 6 milliards. Une première expédition de cuivre effectuée par Trafigura en août 2024 démontre l'efficacité du corridor. Le transport de Kolwezi à Lobito prend 6 jours au lieu de 2 semaines par les routes traditionnelles. Le projet comprend 3 composantes. La réhabilitation de la ligne existante Lobito, frontière congolaise, 1300 km. La construction d'une nouvelle ligne Zambie-Angola, 800 km. Et la modernisation du tronçon congolais Kolwezi-Dilolo, frontière angolaise. Le 2 décembre 2024, le Sénat congolais ratifie l'accord créant l'Agence de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito, signé en janvier 2023 à Lobito par la RDC, l'Angola et la Zambie. Le 4 décembre 2024, le président Tshisekedi participe à une réunion tripartite à Lobito. Il déclare « Le corridor représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, notamment le cuivre et le cobalt. Il pourra transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. » Les faits confirment donc l'existence d'un projet structuré, financé et opérationnel à terme. Mais l'analyse géopolitique révèle les arrière-pensées. Le corridor de Lobito constitue la réponse américaine et européenne au quasi-monopole chinois sur les minerais congolais. Les Chinois contrôlent actuellement 80% de la production de cobalt et 70% du cuivre congolais, transportés principalement vers les ports tanzaniens de Dar es Salaam. Washington et Bruxelles veulent rediriger ces minerais stratégiques vers l'océan Atlantique et les marchés occidentaux. Le corridor n'est pas un projet de développement congolais, mais un instrument de rééquilibrage géopolitique où la RDC reste un passage obligé, mais non un bénéficiaire prioritaire. Bemba répond aux inquiétudes en évoquant la création d'emplois.
10 000 pendant la construction. La réduction des émissions de CO2, l'augmentation du PIB de 2 à 3% et le développement d'activités agricoles et industrielles le long du corridor. Ces bénéfices potentiels ne masquent pas la réalité. La RDC ne contrôle ni le financement, ni la gestion, ni l'exploitation du corridor. Le Congo paie les matières premières, fournit le territoire, mais n'est pas propriétaire du système qui évacue ses richesses. Cette dépendance structurelle révèle le modèle économique sous-jacent de tous les projets annoncés. Des partenariats publics-privés où le privé étranger contrôle, investit et exploite pendant que le public congolais annonce, inaugure et encaisse des dividendes symboliques. Bemba consacre une partie de son exposé au secteur maritime et ferroviaire. Sur le maritime, il annonce l'acquisition de dragues pour nettoyer les fleuves, le balisage régulier des voies navigables et surtout la construction de péniches en tôle pour remplacer les embarcations en bois responsables de naufrages meurtriers. Je cite, « Nous sommes en train de construire des péniches en tôle. Les 4 premiers pourront être mis et inaugurés le mois prochain au niveau de la RVF et l'ONATRA. L'idée, c'est d'augmenter le budget, de fabriquer plus de péniches en tôle et faire en sorte qu'on puisse interdire toutes ces baleinières en bois. Décembre 2024 passe, janvier 2025 passe. Aucune inauguration n'est signalée. L'annonce rejoint le catalogue des promesses non tenues. Sur les ports, Bemba énumère une série de partenariats. MSC obtient une concession à Matadi sur les quais 5, 6 et 7. DP World exploite le quai 9. Abu Dhabi Port développe le quai 0. L'ONATRA, financé par la Régie des voies aériennes, RVA, acquiert 4 nouveaux quais et des élévateurs de 30 et 80 tonnes. Le port de Banana, projet phare du président Tshisekedi, fait l'objet d'un partenariat avec DP World. Bemba déclare « C'est un dossier bloqué depuis 2017. Les travaux ont commencé en avril. Le port devrait être opérationnel dans 2 ans et accueillir entre 600 000 et 800 000 conteneurs la première année. » Selon le rapport d'audit, la construction a été confiée au groupe portugais Mota Engil, qui a signé un contrat d'environ 230 millions d'euros pour la première phase. En juillet 2025, la première phase de dragage était achevée, préparant le bassin pour accueillir des navires à fort tirant d'eau, 18 mètres visés contre moins de 8-9 mètres à Matadi. La mise en service de la première phase, quai de 600 mètres, capacité de 450 000 EVP, est maintenue pour début 2027. Cependant, le rapport souligne un point critique. Un port sans route ni rail est inutile. La réussite de Banana dépend impérativement de la construction simultanée des infrastructures d'évacuation vers Kinshasa et Matadi. Le projet inclut la route Banana-Matadi, mais la connexion ferroviaire reste un défi financier majeur. Sur le ferroviaire urbain, Bemba annonce la réhabilitation de la ligne Kinshasa-Matadi et la réouverture du tronçon Gare centrale aéroport de Dengili. Je cite, « Il nous reste 3 km à effectuer pour ouvrir la route entre la gare centrale et l'aéroport. Nous allons avoir des voies directes entre Ndjili et également des trains omnibus s'arrêtant aux différentes gares. » Concernant les corridors ferroviaires régionaux, Bemba annonce le corridor nord, Zongo, Gemena, Lissala, Bumba, Buta, Mbere. Le corridor central, Dar es Salaam, Kigoma, Bujumbura, Uvira, Kindu. Et la réhabilitation Kisangani-Ubundu par une société sud-coréenne. Ces annonces répètent des projets discutés depuis des décennies sans jamais voir le jour. Le chemin de fer Congo-Océan date de l'époque coloniale. La liaison Kindu-Kisangani n'a jamais été achevée. Les promesses de modernisation se succèdent sans qu'aucune locomotive supplémentaire ne soit mise en service. Cette accumulation d'annonces sans concrétisation interroge fondamentalement le mode de gouvernance adopté par l'exécutif congolais. Étant à la fin de notre étude, procédons à un grand résumé. La conférence de Jean-Pierre Bemba du 26 novembre 2025 lors du forum Makutano
révèle un système de gouvernance où l'annonce remplace progressivement l'action. Le ministre maîtrise parfaitement les codes de la communication moderne. Chiffres précis, dates annoncées, partenaires internationaux prestigieux, montants d'investissement colossaux. Mais l'examen factuel démontre un décalage systématique entre le discours et la réalité. Air Congo fonctionne effectivement depuis décembre 2024, mais comme succursale d'Ethiopian Airlines, pendant que Congo Airways agonise. Le succès est réel, mais il acte l'échec de la gestion souveraine du secteur aérien. L'aéroport d'Ndjili accumule les annonces contradictoires depuis 2 ans, sans qu'un seul coup de pelle ne soit donné. L'affaire Milvest révèle un scandale de versement public massif, 520 millions USD, sans livraison. Des soupçons de liens personnels entre l'opérateur turc et des responsables politiques et un montage contractuel jugé défavorable à l'État congolais. Le passage à Infrarose, entreprise congolaise, apparaît comme une tentative de correction. Mais 2 ans après la première annonce de janvier 2024, le chantier n'existe toujours pas. Le corridor de Lobito avance réellement, avec des financements occidentaux massifs et une ratification par le Sénat en décembre 2024. Mais il fonctionne sous contrôle occidental complet, financement américain et européen, gestion par l'Africa Finance Corporation, faisant du pays un territoire de transit plutôt qu'un acteur souverain de son développement. Kinshasa étouffe, malgré 3 années de mesures successives qui ne changent rien. La voie rapide vers l'aéroport et les rocades de contournement, 72 km pour livraison fin 2028, ne couvrent que 30-40% des besoins d'une métropole de 17 à 20 millions d'habitants, fragmentée géographiquement. Les quartiers nord-ouest, Kintambo, Kimbombe, Ngaliema, restent sans solution d'accès moderne. L'absence totale de transport en commun de masse condamne la ville à l'asphyxie permanente. Les autoroutes interurbaines sont le grand absent du discours de Bemba. L'autoroute Banana-Matadi-Kinshasa, 450 km, signée en mai 2025, reste en phase d'étude sans début de travaux. Le réseau routier national compte 152 000 km de routes, dont seulement 2% sont asphaltées. Les routes nationales stratégiques RN1, RN5, RN7 restent dégradées. Ce mode de gouvernance par la communication n'est pas propre à Jean-Pierre Bemba. Il caractérise l'ensemble de l'exécutif congolais sous la présidence de Félix Tshisekedi. Le centre financier de Kinshasa, construit par Milvest pour 290 millions de dollars, reste le seul grand projet achevé et inauguré. Tous les autres projets annoncés oscillent entre chantiers fantômes et partenariats étrangers où le Congo paie sans contrôler. Mais à la lumière de cette étude, des questions sans réponse réveillent le cœur de la nation. L'enjeu dépasse les transports. Il interroge la capacité de l'État congolais à transformer la vision en réalisation. Un pays de 2,3 millions de kilomètres carrés aux ressources minérales colossales devrait logiquement disposer d'infrastructures modernes. La Chine construit 5000 km de lignes ferroviaires à grande vitesse par an. La Turquie modernise ses aéroports en 3 ans. L'Éthiopie développe Ethiopian Airlines aux compagnies panafricaines dominantes. La RDC annonce, promet, signe des protocoles d'accord, présente des maquettes, mais ne construit presque rien. Les rares projets aboutis résultent d'investissements étrangers où le Congo cède le contrôle en échange de quelques infrastructures. Mais posons la première question. Pourquoi l'État congolais paie-t-il massivement des entreprises étrangères qui ne livrent pas? L'affaire Milvest soulève cette interrogation brutale. Comment 520 millions de dollars peuvent-ils être décaissés du trésor public sans qu'aucun aéroport ne sorte de terre, sans qu'aucun contrôle rigoureux ne soit exercé? Les mécanismes de passation des marchés publics fonctionnent-ils vraiment en RDC ou servent-ils de canaux de vide financière? La réponse partielle existe déjà dans les conclusions de l'Inspection générale des finances. Des montages contractuels déséquilibrés, une faiblesse de l'apport réel de l'investisseur privé,
une hypothèque excessive des recettes publiques futures. Mais pourquoi ces montages ont-ils été approuvés au départ? Qui a validé ces contrats défavorables à l'État? Les liens personnels documentés entre certains promoteurs et des responsables politiques constituent-ils de simples coïncidences ou la preuve d'un système de corruption structurelle? Deuxième question. Pourquoi les projets infrastructurels congolais prennent-ils 5 à 10 ans quand d'autres pays les réalisent en 2 à 3 ans? L'aéroport de Njili est annoncé depuis janvier 2024 pour une livraison en décembre 2027, soit 4 ans. Les rocades de Kinshasa, 72 km, sont lancées en juin 2024 pour livraison fin 2028, soit 4 ans et demi. L'autoroute Banana-Kinshasa, 450 km, signe un protocole en mai 2025 et reste en étude en novembre 2025 sans date de début de travaux. La réponse partielle réside dans la faiblesse des capacités administratives et techniques locales, l'absence de préfinancement, la dépendance aux études de faisabilité interminables et l'instabilité des engagements politiques. Mais cette réponse cache une autre vérité, l'absence de volonté politique réelle de construire rapidement. Un projet qui s'étire sur 5 ans permet de multiplier les annonces, les inaugurations partielles, les réajustements budgétaires et les opportunités de surfacturation. Un projet livré en 2 ans ne permet qu'une seule inauguration. Lequel sert mieux la communication politique? Troisième question. Pourquoi l'État congolais ne peut-il pas gérer une compagnie aérienne, mais peut gérer des milliers de fonctionnaires improductifs? Le contraste entre la réussite d'Air Congo, gérée par Ethiopian Airlines, et l'effondrement de Congo Airways, géré par l'État, démontre l'incapacité structurelle de l'administration congolaise à gérer des entreprises commerciales complexes. Bemba le reconnaît explicitement, l'aviation est un métier. La réponse partielle est connue. Ingérence politique, nomination clientéliste, absence de rigueur comptable, absence de culture de maintenance préventive. Mais cette réponse soulève une question plus profonde. Si l'État est incapable de gérer efficacement, pourquoi continue-t-il à prétendre gérer tant de secteurs? Pourquoi ne pas privatiser massivement ou confier la gestion à des partenaires compétents tout en conservant la propriété stratégique? La vraie réponse est politique. Les entreprises publiques sont des réservoirs d'emplois clientélistes, des sources de revenus parallèles pour les élites et des instruments de contrôle politique. Réformer vraiment signifierait perdre ces leviers. L'inefficacité n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité du système. Quatrième demande. Pourquoi la RDC reste-t-elle physiquement fragmentée alors que ses voisins construisent des autoroutes modernes? Le Rwanda construit 2300 km de routes asphaltées depuis 2000. Le Kenya achève des autoroutes express reliant Nairobi à Mombasa. L'Éthiopie développe un réseau ferroviaire moderne connectant Addis Abeba à Djibouti. La RDC annonce des corridors depuis des décennies sans qu'aucun kilomètre supplémentaire d'autoroutes modernes ne soit livré. La réponse partielle invoque la superficie, 2,3 millions de kilomètres carrés, les conflits à l'Est, le manque de financement. Mais cette réponse masque une vérité plus dérangeante. L'absence d'autoroutes modernes maintient la fragmentation territoriale, ce qui affaiblit l'unité nationale, mais renforce les pouvoirs locaux et les réseaux informels de contrôle économique. Une RDC totalement connectée serait une RDC où le pouvoir central pourrait effectivement contrôler les provinces, où les populations pourraient circuler librement, où la concurrence économique s'intensifierait. Qui a intérêt à cela? Certainement pas les barons locaux. Certainement pas les réseaux mafieux qui contrôlent les routes actuelles. Certainement pas certains gouverneurs qui règnent sur des fiefs quasi autonomes. Cinquième question. Jusqu'à quand les Congolais accepteront-ils ce modèle de gouvernance pour leur avenir? Cette question est la plus importante. Les Congolais méritent mieux que des catalogues de projets. Ils méritent des routes praticables, des trains fonctionnels, des aéroports modernes
et des compagnies aériennes nationales viables. Il mérite un État qui tient ses promesses plutôt qu'un gouvernement qui perfectionne l'art du verbe. La réponse partielle existe dans les mobilisations citoyennes émergentes, dans les critiques publiques de plus en plus audacieuses, dans le travail d'organisation de la société civile qui documente les dérives. Mais cette réponse reste insuffisante tant que les Congolais ne transforment pas leur mécontentement en exigence politique concrète, la redevabilité. La prochaine fois qu'un ministre congolais présentera un grand projet d'infrastructure, posons-lui des questions simples. Quand exactement commence le chantier? Qui l'exécute concrètement? Quel financement est confirmé et décaissé? Quel mécanisme de contrôle permet aux citoyens de vérifier l'avancement réel des travaux? Pourquoi les contrats avec des entreprises comme Milvest ont-ils été signés? Qui a bénéficié personnellement de ces arrangements? Combien d'argent public a été perdu? Qui sera tenu responsable? Sans cette exigence de redevabilité, les annonces se multiplieront indéfiniment pendant que le pays stagnera dans le sous-développement infrastructurel. Sans une presse libre et des citoyens vigilants, les scandales comme Milvest se répéteront. Sans une rupture avec ce mode de gouvernance par la communication, la RDC restera éternellement un théâtre de grands projets où les décors changent, mais le spectacle reste le même. Beaucoup de bruit, peu d'action. La nation congolaise doit se réveiller. Non pas pour rejeter toute initiative gouvernementale, mais pour exiger la transparence, la compétence et les résultats concrets. L'époque des applaudissements inconditionnels doit céder la place à l'époque du contrôle citoyen. L'époque des annonces spectaculaires doit céder la place à l'époque des livraisons effectives. Est-ce ce modèle de gouvernance que les Congolais acceptent pour leur avenir? Merci d'avoir suivi cette édition spéciale d'Inside News Review. Pour ne rien manquer de nos enquêtes approfondies sur l'actualité congolaise, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette émission avec tous ceux qui veulent comprendre les réalités du Congo au-delà des discours officiels. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle investigation sur les questions qui fâchent et façonnent l'avenir de la République démocratique du Congo. Restez curieux, restez critiques, restez informés.